Bienvenue à cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à l'économie de la République démocratique du Congo. Oui, et plus particulièrement à deux secteurs très concrets qui nous touchent tous, les plastiques et les produits de nettoyage. Exactement. Et attention, le premier chiffre qu'on va aborder, il est, comment dire, assez révélateur. Ah oui? Pour ces produits, la RDC importe massivement. Et elle n'exporte quasiment rien. C'est simple. D'accord. Donc une dépendance quasi totale pour des biens de consommation courante en fait. C'est ça. Et c'est vraiment le point de départ de notre discussion aujourd'hui. Tout à fait. On va creuser ça avec pas mal de documents sous la main. On a les données commerciales sur 10 ans quand même, 2013-2023, pour la RDC bien sûr, mais aussi pour l'Afrique et le monde, histoire de comparer. Ok, quoi d'autre? On a aussi le business plan assez détaillé d'un projet sur place, une école de fabrication. C'est très concret. Une école de fabrication intéressant. Oui. Et puis des informations sur les grands accords commerciaux africains, la ZLESCAF notamment, une analyse aussi des synergies possibles entre industries. Des synergies. Oui. Comment un secteur peut en entraîner un autre. On a aussi une note sur une stratégie d'industrialisation Par étapes. et même un parallèle historique assez étonnant avec la Turquie des années 30. La Turquie. Voilà, D'accord, on va voir ça. Et le contexte local, bien sûr. évidemment. Des éléments sur la situation socio-économique en RDC, le chômage, l'éducation technique, tout ça. Bon, alors, notre objectif, si je résume, c'est de comprendre pourquoi cette dépendance énorme. Est-ce qu'un projet comme cette école de fabrication peut changer un peu la donne? C'est ça. Et comment le contexte africain, les leçons de l'histoire peut-être, pourraient éclairer une voie pour la RDC, tout en gardant les pieds sur terre, vu les défis. Parfait. Alors, commençons par les chiffres. Le commerce extérieur de la RDC pour ses produits. Juste avant, peut-être un petit rappel rapide sur ce qu'on appelle le taux de couverture import-export. Ah oui, bonne idée. C'est tout simple. On divise la valeur des exportations par la valeur des importations. Souvent, on le met en pourcentage. D'accord, donc 100%, ça veut dire qu'on exporte autant qu'on importe, en valeur. Exactement. Et un taux très bas, proche de zéro, ça montre une dépendance énorme aux importations. Compris. Alors, allons-y pour les plastiques. Code SH39, c'est ça? C'est ça. Alors, pour la RDC, sur la période 2013-2023, les exportations sont vraiment très faibles. Très faible, c'est-à-dire En 2023, par exemple, on parle de 162 000 $. 162 000 $. C'est rien du tout à l'échelle d'un pays. C'est symbolique, oui. Et en face, les importations de ces mêmes produits plastiques, J'imagine que c'est pas la même histoire. pas du tout. 563 millions de dollars en 2023. Et c'est une tendance à la hausse sur la décennie. Donc un déficit commercial juste pour les plastiques de moins 563 millions de dollars. C'est abyssal. C'est le mot. Et ce fameux taux de couverture, du coup. Il doit être ridicule. Oui. Il atteint péniblement 0,03% en 2023. 0,03%, ça illustre parfaitement la dépendance totale dont on parlait. Tout à fait. Et j'imagine que pour les produits de nettoyage, le code SH34, c'est un peu le même tableau. C'est même pire, si on peut dire. Savon, détergents, etc. Les exportations de la RDC en 2023, attention, 9 000 $. Attendez, 9 000, pas 9 millions. Non, non, 9 000 $. C'est dérisoire. Et les importations de produits de nettoyage? Là, on est à 95 millions de dollars en 2023. C'était d'ailleurs une année avec un pic notable. Donc un déficit de 95 millions. C'est ça, moins 95 millions. Et le taux de couverture, je n'ose même pas demander. Il est de 0,01% en 2023. 0,01. Donc on importe littéralement tout ce qui est savon, lessive, des produits de base, quoi. C'est ça qui est frappant, oui, pour des choses aussi quotidiennes. C'est très très frappant. Mais alors, une question me vient. Si on regarde le commerce extérieur global de la RDC, tout produit confondu, l'image est quand même différente, non? Le pays exporte des choses. Ah oui, bien sûr. Et c'est là qu'on touche à la structure même de l'économie congolaise. Globalement, la RDC exporte beaucoup. Principalement des ressources naturelles, j'imagine.
Exactement, minière surtout. Du coup, la balance commerciale totale, elle fluctue. Elle a même été largement positive certaines années, hein. 2017, 2018, 2020, 2021. Et le taux de couverture global, lui, est comment, alors? Nettement plus élevé, souvent au-dessus de 100%. Par exemple, 111% en 2023. D'accord. Donc, en gros, les exportations de matières premières brutes payent pour les importations de tout le reste, y compris des produits manufacturés aussi basiques que le savon ou les bouteilles en plastique. C'est exactement ça. C'est le schéma assez classique, malheureusement, de l'économie de rente. Et si on compare avec le reste de l'Afrique? Beaucoup de pays africains ont aussi des déficits dans ces secteurs manufacturiers, c'est vrai, mais c'est rarement aussi extrême, aussi marqué qu'en RDC. Et si on regarde le commerce mondial de ces produits, là c'est beaucoup plus équilibré, voire excédentaire pour certaines régions productrices. Bon, ça pose vraiment la question de la création de valeur sur place, de la diversification. Mais cette situation s'inscrit aussi dans un contexte africain qui bouge beaucoup, avec ses grands projets d'intégration économique. La ZLECAf, par exemple. Oui, la ZLECAf, c'est la zone de libre-échange continentale africaine. C'est vraiment le projet phare en ce moment. Elle est opérationnelle depuis début 2021. L'idée, c'est de créer un énorme marché unique, c'est ça. C'est l'ambition, oui. Le plus grand marché unique du monde en nombre de pays participants. On parle de 1,4 milliard de personnes, un PIB cumulé de 300-400 milliards de dollars. Presque tous les pays d'Afrique en sont membres maintenant. Le siège est à Accra, au Ghana. Et concrètement, ça vise à quoi? Faciliter les échanges? Oui, l'objectif principal, c'est de supprimer les droits de douane sur environ 90% des biens échangés entre pays africains. Mais aussi de réduire les autres barrières, ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, et de faciliter le commerce des services, la circulation des personnes. Le potentiel semble énorme, surtout si on pense à l'industrialisation. La Banque mondiale a fait des estimations. D'ici 2035, la ZELC-CAF pourrait sortir 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté. Et surtout, booster le commerce intra-africain de 81%. Et cette augmentation concernerait principalement le secteur manufacturier. De produire et de vendre à leurs voisins. Exactement. Pour donner une idée de l'échelle, rien qu'en 2023, si on additionne les importations de produits de nettoyage et de plastique de tous les pays de la ZLECAf, on arrive à plus de 30 milliards de dollars. 30 milliards. C'est un marché gigantesque juste à côté. Oui, mais la RDC, elle est aussi membre d'autres groupes régionaux. Elle est un peu au carrefour de tout ça. C'est vrai. Elle est dans quoi d'autre déjà? Elle est dans le COMESA, le marché commun de l'Afrique orientale et australe. 21 pays, eux aussi, ils importent beaucoup de ces produits. Plus de 13 milliards de dollars en 2023 pour plastique et nettoyage. D'accord. Et il y a l'Afrique de l'Est aussi. L'EAC, la communauté d'Afrique de l'Est, 8 pays maintenant, avec la RDC d'ailleurs. Eux, ils visent une intégration très poussée, jusqu'à la fédération politique à terme. Leur marché pour ces produits, c'était environ 3,7 milliards en 2023. Et au sud? La CEDAC, la communauté de développement de l'Afrique australe, 16 pays, là on parle de 8,2 milliards d'importations pour nos deux secteurs en 2023. Bon, donc sur le papier, des marchés potentiels partout autour de la RDC. Mais ça veut aussi dire plus de concurrence, non? Si les barrières tombent, les produits des voisins peuvent entrer plus facilement. C'est tout à fait ça. C'est le double tranchant de l'intégration. Ça ouvre des portes pour exporter, mais ça augmente aussi la pression pour être compétitif chez soi. Il faut pouvoir produire localement et bien. Ce qui nous ramène logiquement à ce projet dont vous parliez, l'école de fabrication. Exactement. C'est une des réponses possibles face à ce constat. L'idée de ce projet, c'est de transférer très concrètement le savoir-faire, comment fabriquer, mais aussi comment vendre ces produits plastiques et de nettoyage en RDC. Et ça s'adresse à qui principalement? L'objectif, c'est de former ce qu'ils appellent des étudiants, mais qui sont en fait de futurs entrepreneurs, des gens capables de monter leur propre unité de production ou au moins de la gérer. Et comment ça fonctionnerait? C'est juste des cours théoriques? Non, pas du tout. C'est très pratique. Il y a une base théorique, bien sûr, mais ensuite beaucoup de tests pratiques. Ceux qui réussissent bien peuvent même travailler comme ouvriers dans l'unité de production de l'école elle-même. Ah, l'école produirait et vendrait elle-même. Oui, c'est un point clé. Elle vise l'autofinancement grâce à la vente de sa propre production. Ça permet de couvrir les frais et de rendre le modèle durable. Malin. Et ça permet aux étudiants de voir tout le cycle. C'est ça. Ils sont même impliqués dans la vente. Tout le processus est documenté, filmé, écrit pour pouvoir être dupliqué. Le but final, c'est vraiment de créer soit des entrepreneurs autonomes, soit des employés hyper qualifiés pour d'éventuelles autres usines. Et si certains ont du mal? Il y a un système de rattrapage ou de réorientation prévu. C'est assez complet.
Derrière le projet, il y a une association internationale d'entrepreneurs et des partenaires locaux en RDC. Et on sait quel type de produit serait fabriqué ou enseigné? Oui, la liste est assez longue. Pour le nettoyage, ça couvre une dizaine de produits. Du nettoyant multisurface à l'eau de javel, liquide vaisselle, savon liquide, lave-vitre, adoucissant, jusqu'à des choses comme le shampoing pour tapis ou l'eau de Cologne. Très large. Et pour les plastiques? Là, ça touche au tri et au recyclage d'abord, puis aux matières premières pour l'injection et le soufflage. Et enfin, aux techniques elles-mêmes. Le moulage par injection pour faire des bouchons par exemple, et le moulage par soufflage pour les bidons, les bouteilles de 5 à 30 litres. Au total, il y a une vingtaine de modules listés. C'est assez ambitieux. Et il y a un plan de déploiement, ça se fait pas en un jour. Non, le plan d'affaires décrit ça par trimestre. D'abord, l'installation, trouver les locaux, recruter les équipes, les futurs entrepreneurs, mais aussi les formateurs, les ouvriers, les gestionnaires, mettre en place les fournisseurs, la marque, etc. Environ 3 mois pour démarrer donc. Ensuite, Ensuite, le trimestre 2, c'est la première formation. Sélection des candidats, formation théorique et pratique sur quelques produits de nettoyage de base, première vente pour tester, certification. d'accord. Et après? Trimestre 3, c'est la formation avancée. Les diplômés du T2 partent en stage pratique de fabrication pendant 3 mois. Les formateurs et gestionnaires aussi se perfectionnent. Et on travaille sur la gestion, la vente pour les futurs entrepreneurs. On commence à chercher de nouveaux candidats pour la promo suivante. Et le but ultime, la pérennisation, c'est le trimestre 4. C'est ça. Là, on cherche à signer des contrats de fabrication pour vendre en plus gros volume. On intègre les meilleurs diplômés dans l'école, on envisage de licencier la marque à des fournisseurs fiables et surtout, on aide les diplômés à créer leur propre entreprise avec un système de financement post-formation et on lance une nouvelle promotion. C'est un cycle continu. La justification du marché, on l'a vu avec les chiffres d'importation, elle est évidente. Oui, le besoin est criant. Produits de base, utilisés tous les jours, et les données montrent qu'il n'y a quasiment pas de producteurs locaux ni de main-d'œuvre qualifiée. Et l'équipement nécessaire? Le plan mentionne des machines de formation pour les échantillons et des machines de production pour le nettoyage avec une capacité d'1 tonne. Les coûts précis ne sont pas donnés, mais ça donne une idée de l'échelle de départ. C'est un projet très terre-à-terre, axé sur les compétences, sur la création d'activités. Ça s'inscrit bien dans une réflexion plus large sur comment on pourrait amorcer une industrialisation, non? Tout à fait. D'ailleurs, une autre de nos sources propose justement une stratégie d'industrialisation par étapes. Ah oui? Expliquez-nous. L'idée de base, c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut une certaine logique. Par exemple, même pour moderniser l'agriculture, il faut d'abord une base industrielle capable de fabriquer des outils, des machines, donc de la métallurgie, D'accord. Et donc, par quoi faudrait-il commencer selon cette approche? par les biens de consommation finale, justement comme nos produits de nettoyage. Pourquoi ça? Parce que le marché existe déjà. Il est là, quotidien. Pas besoin de le créer. Si on réussit dans ce secteur, ça peut avoir un effet d'entraînement. Ça peut tirer le développement d'autres industries. Lesquels, par exemple? Typiquement, l'industrie plastique, pour faire les bouteilles, les bouchons. Ensuite, peut-être la chimie de base pour fournir les ingrédients. Et puis, pourquoi pas, la fabrication de moules, de machines simples d'emballage. C'est une progression logique. C'est l'idée de synergie industrielle, c'est ça? Un secteur en est d'un autre. Exactement. Et cette approche par étapes, elle a aussi un avantage pour un État qui a peu de moyens. Ça permet de cibler les aides, les investissements, d'amorcer la pompe de manière plus contrôlée. Une sorte d'incitation goutte à goutte, comme le dit la source. Et on a des détails sur cette synergie. Comment ça marche concrètement? Oui, un autre document, un rapport de recherche, prend justement l'industrie des produits de nettoyage comme un moteur potentiel. Il détaille les effets d'entraînement. D'accord. Alors, quels sont ces effets? Il y a les effets directs, évidents, sur l'industrie chimique. On a besoin de tensioactifs, d'enzymes, de parfums. Ça peut même pousser la recherche vers une chimie plus verte, plus durable. Logique. Et sur les plastiques? C'est crucial pour les emballages. Le soufflage pour les bouteilles, l'injection pour les bouchons, les gâchettes de spray, ça stimule l'innovation dans les matériaux, le design, l'efficacité. Et il y a un impact sur les machines aussi. Oui, pour faire ces emballages, il faut des moules précis, souvent fabriqués avec des machines CNC.
Il faut des lignes de remplissage, de conditionnement de plus en plus automatisées. Donc ça tire aussi le secteur de la mécanique et de l'automatisation. Intéressant. Et il y a des effets indirects aussi. Oui, ça pousse la R&D en général pour trouver de nouvelles formules, de nouveaux emballages plus écologiques par exemple. Ça favorise les collaborations entre les entreprises, les universités, les startups. Et le recyclage, dans tout ça? C'est un point important. La pression est de plus en plus forte pour utiliser du plastique recyclé, pour rendre les emballages recyclables. Donc ça développe aussi toute la filière du recyclage, les infrastructures, les technologies. Et ce rapport, il fait des recommandations? Oui, il insiste sur l'importance pour les politiques publiques d'encourager cette collaboration entre les secteurs, de mettre en place des réglementations ou des incitations pour la durabilité et surtout de développer la main-d'œuvre qualifiée à tous les niveaux. Ouvriers, techniciens, mais aussi gestionnaires, ingénieurs. Il y a scientifiques même, ce qui nous ramène directement à l'utilité d'un projet comme l'école de fabrication. Ça forme justement ces profils dont l'industrie a besoin pour démarrer et se développer. On voit bien la cohérence, comment c'est simple, avec une forte demande locale, pour construire petit à petit des compétences et des capacités industrielles plus complexes. C'est pragmatique comme approche. C'est ça. Et cette idée d'une industrialisation un peu planifiée, qui part des besoins de base, qui utilise les ressources locales. Vous m'avez dit qu'il y avait un parallèle historique avec la Turquie. Ça m'intrigue. Oui, c'est le premier plan quinquennal turc de 1934 à 1938. Ça peut sembler loin, mais c'est un cas d'école assez fascinant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour la RDC aujourd'hui? La leçon principale, c'est que même dans un contexte hyper difficile, la Turquie sortait de la guerre d'indépendance, c'était une jeune république, en pleine crise économique mondiale. Eh bien, une stratégie volontariste de l'État, bien ciblée, peut réussir à poser les bases d'une industrialisation. D'accord. C'était quoi le contexte exactement? Après 1923, la nouvelle République turque voulait son indépendance économique. Ils ont d'abord essayé des politiques assez libérales, mais ça n'a pas vraiment marché pour lancer l'industrie. Et puis la crise de 1929 a tout accéléré. Ils se sont alors tournés vers ce qu'ils ont appelé l'étatisme, le devletçilik. C'est-à-dire plus d'intervention de l'État? Beaucoup plus, oui. L'État devient l'acteur principal de l'industrialisation. Ils ont créé des institutions pour ça, comme la Sumerbank en 1933, qui était une sorte de holding industriel public. Et ce plan de 1934, il consistait en quoi? Ce n'était pas une planification totale de l'économie comme en URSS, mais plutôt un plan sectoriel. L'idée était de développer des industries clés en utilisant les matières premières disponibles en Turquie. Pour remplacer les importations. Exactement. Substitution aux importations pour les produits de base, le textile, le sucre, le papier, le verre, le ciment, le fer et l'acier. Des projets souvent assez lourds en capital et en technologie pour l'époque, dimensionnés pour répondre à la demande intérieure. Et comment ils ont financé ça? Principalement avec des ressources nationales. Il y a eu aussi quelques aides extérieures ciblées, un prêt soviétique pour une grosse usine textile, un prêt britannique pour une aciérie importante à Karabukh, mais l'essentiel venait de l'intérieur. Et la mise en œuvre, ça s'est passé comment? Via ces banques publiques? Oui, Sumerbank pour beaucoup de secteurs, mais aussi İş Bankası, qui était privé mais a joué un rôle clé dans l'industrie du verre, et Etibank, créé en 1935 pour les mines et l'énergie. Ils ont aussi créé un institut de recherche géologique pour trouver les ressources. Et ça a donné des résultats concrets? Oui, des résultats assez spectaculaires pour l'époque. Bien sûr, il y a eu des retards, des surcoûts, comme souvent, mais ils ont réussi à créer une vraie base industrielle dans plusieurs domaines. Des usines modernes sont sorties de terre, comme à Kayseri ou Nazilli pour le textile, Izmit pour le papier, Pachabatché pour le verre. Et ils ont construit ça où? Concentré dans une région? Non, justement. Ils ont essayé de disperser un peu ces usines dans différentes régions, pour développer tout le territoire. C'était aussi un objectif politique. Et au final, économiquement, ça a été un succès? Qui contrôlait certains secteurs. La Turquie a même réussi à avoir un excédent commercial pendant presque toutes les années 30. Et la croissance du PIB par habitant a été très forte sur cette période, autour de 8% par an. C'est impressionnant. Donc, la pertinence pour la RDC, c'est de montrer qu'une stratégie délibérée, menée par l'État, focalisée sur les besoins essentiels et les ressources locales, avec des institutions dédiées, ça peut marcher. C'est ça l'idée. Encore une fois, le contexte n'est pas le même, on ne peut pas copier-coller, mais ça montre qu'une volonté politique forte et une bonne planification peuvent enclencher une dynamique positive, même quand on part de très bas et qu'il y a beaucoup de défis. Et des défis, la RDC en a énormément, on le sait.
Justement, parlons-en pour finir. Quels sont les objectifs officiels de la RDC aujourd'hui et quels sont les obstacles majeurs? Les objectifs déclarés sont assez clairs et vont dans le bon sens, sur le papier. Moderniser le secteur minier pour ne plus seulement exporter des minerais bruts, mais ajouter de la valeur sur place. Logique. Diversifier l'économie pour sortir de cette dépendance aux mines, développer l'agriculture, l'énergie, on pense au potentiel énorme du projet hydroélectrique Grand Tinga, et bien sûr l'industrie manufacturière. Ouais, il y a aussi le développement des infrastructures. Oui, c'est un axe majeur. Transport, énergie. Et puis améliorer le climat des affaires, simplifier les démarches, plus de transparence, lutter contre la corruption. Et comment comptent-ils faire ça? Ils ont mis en place des plans stratégiques nationaux de développement. Il y a eu des réformes du code minier et ils essayent de développer des zones économiques spéciales, les ZES. Ce sont des zones avec des avantages fiscaux et réglementaires pour attirer les investisseurs, notamment industriels. Donc, la volonté affichée est là, mais la réalité sur le terrain, elle est compliquée. C'est le moins qu'on puisse dire. Les sources soulignent plusieurs défis majeurs qui persistent. L'instabilité chronique dans certaines régions, la pauvreté qui reste très étendue malgré les richesses naturelles. Et la démographie, hein? C'est un énorme défi. La population est très jeune, elle augmente très vite, plus de 105 millions d'habitants aujourd'hui. Ça met une pression énorme sur le marché du travail. Le chômage des jeunes, c'est un problème majeur, non? C'est un problème criant, oui. Même si on manque de chiffres fiables et précis, le sous-emploi est massif aussi. Et les causes de ce chômage, elles sont multiples, j'imagine. Oui, c'est un mélange. Il y a toujours cette dépendance au secteur minier qui, finalement, ne crée pas tant d'emplois que ça par rapport aux revenus qu'il génère. Il y a l'inadéquation entre le système éducatif et la formation professionnelle, ce qu'on appelle TVVIT en anglais, et les besoins réels des entreprises. Le manque de compétences dont on parlait. Exactement. Il y a aussi le manque terrible d'infrastructures de base, des routes fiables, de l'électricité stable et abordable. C'est essentiel pour l'industrie. Et bien sûr, l'insécurité. Oui, l'instabilité politique et sécuritaire, surtout dans l'est du pays, reste un frein majeur. Quant au système de formation technique et professionnelle, il existe, mais nos sources indiquent qu'il est limité en qualité, en accès, en financement. Il ne joue pas encore pleinement son rôle pour fournir les compétences nécessaires. Bon, le tableau est complexe. D'un côté, on a cette dépendance économique criante pour des produits simples qui montre un besoin énorme de production locale. Oui. De l'autre, un potentiel de marché régional qui devient gigantesque avec la ZLECAf, mais qui exige d'être compétitif. On a vu des initiatives concrètes et prometteuses, comme cette école de fabrication, qui mise tout sur les compétences pratiques et l'entrepreneuriat local. Des stratégies d'industrialisation par étapes, basées sur les synergies qui semblent logiques et adaptées. Et même un exemple historique, celui de la Turquie, qui montre que ce n'est pas impossible avec de la volonté et une bonne planification. Mais tout ça vient se heurter à ces défis structurels immenses de la RDC. Les infrastructures, l'instabilité, le manque de formation à grande échelle. C'est un peu décourageant, non? Ça peut sembler décourageant, oui. C'est un nœud de problèmes très liés les uns aux autres. Et c'est là qu'on arrive à la question finale, celle qu'on a envie de laisser en suspens pour nos auditeurs. Et ça, la question de savoir si... Les très ciblés, très pratiques, comme l'école de fabrication, en essayant de jouer intelligemment avec les opportunités régionales et peut-être en s'inspirant un peu de l'histoire, est-ce que ça peut vraiment suffire à enclencher une vraie dynamique industrielle en RDC, malgré tous ces obstacles de fond? Est-ce qu'on peut imaginer une sorte d'industrialisation goutte à goutte, qui commencerait modestement, dans des niches comme les produits de nettoyage ou les plastiques de base, mais qui construirait petit à petit, brique par brique? Une base économique un peu plus solide, un peu plus diversifiée pour ce pays immense et plein de potentiel? La question reste entière. Le potentiel est indéniable, les idées commencent à émerger, mais la route est encore très longue et semée d'embûches. C'est peut-être là-dessus qu'on peut laisser nos auditeurs réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.